Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder le premier thème des regards croisés, à savoir comment les pouvoirs publics contribuent-ils à la justice sociale. Plus particulièrement, nous allons étudier la question de la redistribution des revenus. Il y aura 4 compétences à acquérir au cours de cette vidéo. D'une part, bien comprendre le principe de la redistribution. Ensuite, être capable de distinguer les différents types de prélèvements obligatoires, mais également comprendre que la redistribution ne se limite pas à la protection sociale, mais qu'elle inclut également les services collectifs. Et enfin, être capable de distinguer la redistribution verticale de la redistribution horizontale. Tout d'abord, commençons par définir le principe de la redistribution. En fait, il s'agit de modifier la répartition primaire des revenus qui débouchent sur des inégalités économiques et sociales. Rappelons que les revenus primaires sont des revenus perçus par les ménages lorsqu'ils participent directement ou indirectement à l'activité économique. On rappellera qu'on en distingue également de 3 types, les revenus du travail, comme le salaire, les revenus du capital, ou enfin les revenus mixtes. La redistribution renvoie donc à un objectif de justice sociale dans la mesure où son objectif est d'établir une plus grande égalité économique et donc sociale entre les individus. Évidemment, il y a plusieurs types de redistribution selon l'objectif en termes d'égalité visé. Par exemple, l'égalité des situations suppose une redistribution très forte des revenus primaires. Il faut donc retenir que la redistribution est un moyen fondamental d'établir une plus grande égalité, une plus grande justice sociale dans une société. Regardons maintenant le fonctionnement de la redistribution. Pour simplifier, on retrouve dans la redistribution des revenus primaires une partie recettes d'une certaine manière et une partie dépenses de l'autre côté. Les recettes renvoient précisément à ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Ces prélèvements obligatoires servent à financer à la fois les prestations sociales, mais également des services collectifs qui permettent d'assurer cette redistribution des revenus. Si l'on s'intéresse aux prélèvements obligatoires, on peut en distinguer de 2 sortes. D'une part, les impôts et d'autre part, les cotisations sociales. Si l'on s'intéresse aux impôts, on peut en distinguer de 2 sortes. D'une part, les impôts directs. On dit qu'ils sont directs lorsqu'ils sont payés et supportés par la même personne. On dit alors que le redevable, c'est-à-dire celui qui verse le montant de l'impôt, est également le contribuable, c'est-à-dire celui qui supporte effectivement l'impôt. On dit qu'ils sont indirects lorsque le redevable est cette fois-ci distinct du contribuable. Comme impôt direct, on peut citer l'impôt sur le revenu, et comme impôt indirect, on peut citer la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. D'autre part, il y a les cotisations sociales. Les cotisations sociales sont des prélèvements sur la valeur ajoutée ou l'excédent brut d'exploitation assis sur les salaires. On distingue les cotisations sociales salariales, qui sont donc versées par les salariés, et les cotisations sociales patronales, qui sont versées par les employeurs. Pour mesurer les cotisations sociales salariales, on fait la différence entre le salaire brut et le salaire net. Ces prélèvements obligatoires servent donc à financer des prestations sociales. Les prestations sociales sont en fait des prestations en espèces ou en nature versées à des individus ou des familles dans le but de réduire les conséquences de certains risques. On peut distinguer plusieurs risques sociaux auxquels font face les individus qui menacent leur intégration sociale. L'INSEE en retient 6. La première, c'est la vieillesse et la survie, ensuite la santé, puis maternité-famille, d'autre part emploi, cinquièmement les problèmes de logement et enfin la menace de l'exclusion sociale. Les prestations sociales sont versées donc aux individus, aux familles qui font face à au moins un de ces 6 risques qui pèsent donc sur leur intégration sociale. On distingue alors 2 types de prestations sociales. D'une part, il y a les prestations en espèces, qu'on peut appeler également transfert en espèces, qui consistent à verser en espèces différentes prestations comme les allocations chômage, le revenu de solidarité active, etc. Les prestations sociales en nature correspondent dans le champ de la protection sociale aux biens
et services fournis directement par les administrations publiques, comme par exemple l'aide personnalisée au logement, l'APL, et ceux que les ménages bénéficiaires achètent eux-mêmes et se font ensuite rembourser, comme les médicaments. Voyons maintenant le cas des services collectifs. Les services collectifs sont des services non marchands fournis par les administrations publiques et financés par des prélèvements obligatoires. Les services collectifs ont pour but de réduire en fait les inégalités économiques et sociales, dans la mesure où ils sont accessibles à tous, ou au plus grand nombre en tous les cas, quelles que soient les ressources possédées par ceux qui en profitent, mais également parce que les services collectifs sont financés par ceux qui en possèdent les moyens, à travers notamment l'impôt. Il faut alors distinguer deux types de services collectifs. Il y a d'une part les services collectifs liés intimement à la protection sociale et ceux qui ne sont pas liés à la protection sociale en tant que telle. Lorsque ces services sont liés à la protection sociale, on parle de prestations de services sociaux. C'est le cas, par exemple, de l'hospitalisation publique, de l'hébergement des personnes handicapées, de la réduction de tarifs des transports en commun pour familles nombreuses ou personnes âgées. L'idée est alors que l'accès à ces services est gratuit ou à tarif réduit pour les personnes qui en bénéficient. Mais en dehors de ces services collectifs liés à la protection sociale, il y a également d'autres services collectifs qui participent à la redistribution. L'école est un exemple de service collectif qui participe à la redistribution. En effet, dans la mesure où elle est gratuite, elle permet notamment à des enfants dont les parents n'ont pas suffisamment les moyens pour payer des impôts d'y accéder. A l'inverse, des familles qui ont plus de moyens et qui donc payent des impôts financent en partie la gratuité de l'école. Voilà donc pour ce grand principe de la redistribution et son fonctionnement. Nous allons désormais voir les deux grands modèles de la redistribution qui existent. On distingue en effet la redistribution verticale de la redistribution horizontale. Si l'on s'intéresse à la redistribution verticale, on peut dire que son objectif est d'aboutir à une réduction des inégalités économiques entre les individus. Il faut donc resserrer l'écart de revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Il y a donc l'idée d'aboutir à une plus grande égalité des situations entre les individus dans la société. Les plus riches doivent être moins riches et les plus pauvres moins pauvres. La redistribution horizontale, elle, ne part pas de ce principe-là. Elle se contente en fait de couvrir les risques sociaux auxquels font face les individus. Par exemple, lorsqu'un individu perd son emploi, l'idée de la redistribution horizontale est de lui fournir des allocations chômage, de manière à ce qu'il ne perde pas trop de pouvoir d'achat le temps qu'il trouve un autre emploi. Autre exemple, quelqu'un qui ne peut plus aller travailler parce qu'il est trop malade perçoit des allocations maladie le temps qu'il aille mieux. Voilà donc, c'en est terminé pour cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer en essayant de remplir les objectifs qui vous ont été fixés pour cette vidéo. Bon courage!